Merci beaucoup à vous tous. Vous m'avez alloué une heure ingrate parce que le déjeuner était beaucoup trop bon. Et je pense qu'on a peut-être autre chose à faire qu'entendre des propos trop politiques et peut-être un peu théoriques. En tous les cas, merci beaucoup à tous les organisateurs de cette journée. Merci à ceux qui m'ont invité et qui ont fixé un très joli sujet, je dois dire, que j'ai grand plaisir à traiter dans un cadre aussi magnifique. Parce que, au fond, on est bien maurassien là-dessus. À l'AF, on aime l'esthétique. On est sauvé par l'esthétique. Enfin, sauvé. On est en tous les cas soutenu par l'esthétique. Et ce cadre ne dément pas notre vieille règle. Vous savez, c'est les trois catégories de Platon. Le beau, le vrai, le bon vont ensemble. Nous sommes dans un beau cadre pour essayer de dire des choses vraies. Et notamment à propos de ce mot souverainisme qui est tellement controuvé, tellement baladé. Il y a même un ministère de la souveraineté en ce moment. C'est vous dire, de la souveraineté, je ne sais pas quoi, souveraineté industrielle. C'est la confirmation d'un mot de Monterland, c'est quand la chose manque qu'il faut mettre le mot. Comme la souveraineté s'évapore, on l'a tous à la bouche. Et c'est un problème pour moi qui est importé du Québec, si l'on peut dire. Vous savez, ce beau pays français dont le drapeau représente 4 fleurs de lys, c'est pas mal, et qui a inventé le mot souverainisme pour se départir du mot qui était mal compris outre-mer, du mot, enfin outre-Atlantique, du mot nationaliste. Et je me suis dit que quand je rédigeais les discours, avant d'être député européen, de Philippe Séguin, déjà nous étions en prise avec l'hydre européenne, enfin faussement européenne en fait, bruxelloise, otano-bruxelloise on peut dire. Ce serait pas mal de s'appeler souverainiste plutôt que de s'appeler anti-européen ou nationaliste, alors que le mot a pour nous évidemment une existence et un sens précis. Et finalement, le mot a fini par prendre. Séguin tordait un peu le nez en disant « ça fait un peu monarchiste, votre souverainisme ». Et c'était vrai. Et ça a été encore plus vrai lorsque Pierre Pugeot, à qui je veux rendre hommage ici d'entrée de jeu, a relevé le gant et a, dans la F, plusieurs fois évoqué le mot souverainisme, qui était très jeune à l'époque, et a parlé de souverainisme intégral, évidemment par référence au nationalisme intégral de Maurras, ce qui ne pouvait que me plaire. Hélas, nous l'avons mal théorisé tous ensemble, enfin, j'en suis peut-être un peu coupable, puisque le mot a galopé tout seul sans être très précisé. Et Pierre Pugeot avait raison de parler de souverainisme intégral, parce qu'il ne s'agissait pas simplement, justement, de nous opposer à la simple supranationalité européenne, ce qui était déjà une bonne chose à faire, bien sûr. Mais il s'agissait aussi de rétablir l'entièreté de ce qu'il faut continuer à appeler, comme Jacques Bainville l'a fait, la politique de la France, qui est une tradition à laquelle on peut accoler l'adjectif capétien, la politique capétienne, la politique traditionnelle de la France, qui est au fond un triptyque dont l'inspiration générale est non seulement la souveraineté, mais la légitimité. Un pouvoir, c'est ainsi d'ailleurs que se lit toute l'histoire de France, et de la grande affaire de nos rois, être plus légitimes à mesure qu'ils étaient plus souverains, et être plus souverains à mesure qu'ils étaient plus légitimes. C'est, on peut dire, le cercle vertueux de la politique française, ce jeu de légitimité et de souveraineté, laquelle doit être comprise amplement, d'où l'expression de Pierre Pugeot, souverainisme intégral. Il ne s'agit pas simplement, au fond, de lutter contre, bien qu'il faille le faire, contre les empiètements des puissances étrangères, qu'il s'agisse des empires ou des hégémonies modernes comme l'Union européenne, très liée d'ailleurs depuis sa création à la politique américaine, puisque c'est d'ailleurs le dernier sujet du nouveau conservateur, dont je vous remercie d'avoir mentionné le nom, vu que je dirige depuis 4 ans,
Nous avons publié la déclaration du 9 mai 50, dite de Robert Schuman, qui serait soi-disant le socle sur lequel les pères de l'Europe se sont fixés pour construire l'Union européenne, enfin la communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Eh bien, cette déclaration, nous le montrons dans le dernier numéro du Nouveau Conservateur, a été écrite par Dean Acheson, qui était secrétaire d'État aux États-Unis. Ce qui veut dire, si depuis le départ, la construction européenne est liée aux États-Unis et à l'OTAN, ce qu'elle est aujourd'hui plus que jamais, puisqu'il ne se connaît pratiquement pas d'autres définitions politiques et diplomatiques que le domaine de l'OTAN, au fond. Là où l'OTAN s'installe, l'Union européenne en Europe est supposée régner, ce qui est évidemment très attentatoire à la souveraineté, non seulement toutes les composantes de l'Europe, mais à l'idée même qu'il puisse exister une Europe dont les coopérations entre les États soient libres. Il y a eu un mensonge dès le début. Le songe européen est devenu une succession de mensonges. Alors, il y a évidemment le refus de l'hégémonie extérieure, au nom de la souveraineté de la nation, vieille veine de la politique capétienne, respectée intégralement par nos rois, une seule exception, le pauvre Charles VI, le roi devenu fou et circonvenu par Elisabeth de Bavière. Mais à part ça, ça a été la boussole de tous les rois. Et également dans le second volet, car il y a un second volet, on s'est un peu trop fixé sur le débat européen quand on a parlé de souverainisme, et c'est sans doute ce que voulait dire, c'est certainement ce que voulait dire Pierre Pujaut. Il y a aussi la souveraineté intérieure, c'est-à-dire, ça on l'a perdu de vue, l'autorité de l'État à l'intérieur de la nation, ce qui rejoint grosso modo la question de la légitimité. Bon. Ce n'est pas une question secondaire quand on voit à quel point un pouvoir peut devenir illégitime comme celui qui nous est infligé depuis des années et des années. Mais justement, parce que nous avons perdu la souveraineté et que très certainement ce ne sont plus les peuples d'Europe qui choisissent leurs dirigeants. Tout le monde a bien compris, le cas le plus flagrant c'était celui de Mme Merkel qui a été sortie du chapeau par la CIA en réalité. C'était le cas aussi d'un certain Barroso, c'était le cas de Tony Blair, c'est le cas d'Emmanuel Macron. La légitimité est tellement liée à la souveraineté que si on perd l'un, on finit par perdre l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que constate notre peuple aujourd'hui. Olivier il faisait allusion ce matin. Le fait est que la souveraineté est tellement perdue de vue et la légitimité est tellement battue en brèche que notre peuple, là j'aurai quelque chose à dire tout à l'heure, est porté à soutenir n'importe quelle entreprise qui puisse mettre un terme à ce gouvernement fantoche. Alors évidemment, il faut réfléchir aussi à ce second volet de la souveraineté, qui n'est plus un volet diplomatique, c'est le premier. Peut-être, certainement, je suis comme Bainville, politique étrangère d'abord. Politique d'abord, certes, mais précisons, politique étrangère d'abord. Tout dépend du rapport de force international. Et il faut lire la politique. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne le fait pas assez, selon les rapports de force internationaux. Mais le second volet, donc le volet politique, légitimiste, on pourrait dire, est un volet pas assez pensé. C'est-à-dire, en tous les cas, dans le souverainisme, on s'est fixé sur l'aspect diplomatique, on a oublié que l'autorité de l'État était tout à fait liée au premier volet de la souveraineté. Et j'ajouterai un autre volet, un troisième volet, qui nous permet de parler de souveraineté ou de souverainisme intégral, c'est l'identité. Alors là, c'est un vaste débat. Utilisons-nous le mot identité ou pas? Il se prête à bien des dérives, mais on peut dire malgré tout que la souveraineté culturelle, je préfère parler de souveraineté culturelle que d'identité, la souveraineté culturelle fait partie du logiciel souverainiste, c'est-à-dire du souverainisme
intégrale. Et évidemment, il n'est pas possible de défendre la souveraineté d'un État, l'autorité d'un État, la souveraineté d'une nation vis-à-vis de l'extérieur, si cette nation n'a pas de substance, de repères, comme dit Fernand Braudel, de mots d'ordre, de continuité, à commencer bien entendu par la langue et par le substrat, on pourrait dire culturel, qui a fait la France, même quand il est nié d'ailleurs, qui est évidemment la chrétienté. On pourrait ajouter d'ailleurs, je réfléchissais à ça en venant vous voir hier dans le train, il y a ces trois volets, la souveraineté, donc je répète, la souveraineté diplomatique vis-à-vis des empires extérieurs, la souveraineté de l'État à l'intérieur, c'est-à-dire son autorité, et la légitimité du pouvoir qui ne peut gouverner que parce qu'il est reconnu tel par le peuple. Bien, c'était le cas de tous les rois. Je ne pense pas qu'aucun roi ait obtenu, je ne sais pas combien il a eu, cette pauvre madame, je ne sais même plus comment elle s'appelle, la candidate de Hayé, merci. Voilà. J'ai peur que l'histoire et moi-même oublions son nom. Aucun roi n'aurait été mis en minorité dans de telles proportions. Bon. Sinon, il n'aurait pas été roi, tout simplement. Et on voit bien d'ailleurs que le logiciel fécond de la souveraineté et de la légitimité qui, au fil des siècles, a construit un modèle d'État, se détricote au point que moins il y a de légitimité, moins il y a de souveraineté, et moins il y a de souveraineté, moins il y a de légitimité. Peut-être que le troisième volet est finalement celui auquel il faut que nous nous raccrochions. Je sais que c'est un très grand débat que les patriotes peuvent avoir entre eux, c'est-à-dire le socle culturel, c'est-à-dire notre identité. J'utilise ce mot avec un peu de précaution. Encore une fois, je préfère souveraineté culturelle parce qu'il peut se prêter à bien des dérives qui intellectuellement sont compréhensibles. Par exemple, l'idée de l'identité de l'Europe blanche, qui pour moi est une horreur, mais qui appartient hélas au logiciel identitaire. C'est pourquoi je m'en méfie. Et je me disais donc, je reviens à ce que je disais à l'instant, qu'on pouvait encore décliner la souveraineté. J'ai connu quelqu'un très souverainiste, vous ne devinerez jamais de qui je parle. Il se trouve que j'ai été longtemps au cabinet de Philippe Séguin, et que Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, avait à ce titre, comme celui du Sénat, à sa disposition une assez belle table, une assez belle cave et une assez belle table, si bien qu'il y avait souvent des déjeuners. Bon. Et de temps en temps, à peu près une fois par mois, Philippe Séguin réunissait son cabinet et ses proches. Et nous parlions, bien entendu, je développais ma conception de la souveraineté, et je disais, après tout, le plus important, c'est la souveraineté diplomatique. Certes, quant à la souveraineté monétaire, les questions économiques, à l'époque, j'avais bien tort d'ailleurs, c'est moins grave. On pourrait même penser que l'euro, là c'était un côté un peu provocateur, dire ça à la table de Philippe Séguin, que l'euro pouvait être une bonne chose si on échappait ainsi par l'euro à l'hégémonie du dollar. Alors c'était un peu une hardiesse, évidemment, une provocation. Vous ne devinerez jamais qui m'a repris en disant, enfin Paul Marion, on ne dit pas des choses comme ça, il n'y a rien de pire que la perte de souveraineté économique et monétaire, c'est encore plus grave que la perte de souveraineté diplomatique. J'ose pas jouer aux devinettes, je ne sais pas si quelqu'un a l'idée de celui qui a pu me répondre et qui a développé son thème ensuite. C'était un très jeune séguiniste qui était député même, président d'une commission des affaires étrangères. On n'est pas au jeu des 1000 francs, mais je vous mets sur la piste. Eh bien, celui qui m'a repris au vol pour souverainisme incomplet, c'était François Fillon, qui était le plus intransigeant de tous. Et je dois dire que les développements qu'il a fait ensuite, et qu'il a repris à Matignon d'ailleurs, ne sont pas faux. Il a toujours mis l'accent sur la souveraineté économique, et notamment sur un aspect important, de plus en plus important, au point de devenir envahissant, c'est-à-dire la question financière. François Fillon était effrayé, il l'a dit d'ailleurs dans des termes assez crus après avoir été nommé à Matignon.
je suis Premier ministre d'un pays en faillite, tu es obsédé par ça. Je me demande si on ne peut pas ajouter en effet un quatrième. Vous voyez, c'est déclinable le souverainisme. Un quatrième pied au trépied. Donc ça deviendrait une table, le souverainisme, c'est la souveraineté financière. L'idée de ne rien devoir ou de ne pas devoir dans de telles proportions qu'on est tributaire de prêteurs qui deviennent nos maîtres. Et c'est là ce qui est arrivé depuis de nombreuses années, et plus encore sous le terrible mandat, on peut dire, d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez, la souveraineté et le souverainisme peut vraiment devenir une manière de lire l'histoire. Alors évidemment, on peut parler de royalisme, donc finalement c'est à peu près la même chose. Quand Philippe Séguin me disait ça fait un peu monarchiste votre truc, je ne pouvais pas dire autre chose. Mais après tout, c'était une bonne raison pour prendre la chose au vol. Et je pense que nous devons nous arc-bouter sur cette question de la souveraineté, comprise dans ces différents aspects que je viens de rappeler sommairement. Et je dis cela pour conclure, parce que je pense que le mieux c'est de faire quelques échanges, et puis peut-être que la torpeur d'après un bon repas dans un jour ensoleillé en sera un peu secoué. Je crois, je lui ai déjà dit ça tout à l'heure à Olivier, je crois qu'il faut que nous fassions très attention dans les circonstances actuelles à ce que nous faisons et à la tradition que nous portons, qui est très certainement la plus vieille tradition politique française. Nous sommes dépositaires, nous ne pouvons pas la galvauder. Je parle là cette fois en souverainiste et en monarchiste, royaliste, pour dire les choses telles qu'elles sont. Je ne me suis pas toujours dit royaliste, mais vous savez, à Bruxelles, j'ai été assez vite repéré parce qu'il y avait beaucoup de sujets sur lesquels je ne voulais pas prendre parti. Alors j'écrivais sur mon bulletin pour écrire quelque chose, vive le roi. Alors on a fini par comprendre quel était le député, le zigoto français qui écrivait sur un bulletin blanc, vive le roi, des Allemands qui me croisaient dans l'ascenseur, qui me disaient « Ah, bonjour, monsieur, vive le roi !» C'était mon étiquette. Donc je vous dis ça parce que il faut que nous fassions très attention à cette tradition royaliste, capétienne, souverainiste qui est la nôtre, qui est tellement riche, qui est la seule. Il n'y a pas de roue de rechange à la France. On a cette politique où on s'abandonne, en fait. Donc ne la galvaudons pas. J'espère ne pas trop heurter les uns et les autres en disant qu'il n'y a pas aujourd'hui de force souverainiste en France. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai fini par travailler avec beaucoup d'hommes politiques. Et ceux qui aujourd'hui représentent ce qu'on peut appeler le bloc national frôlent l'imposture. Car ce bloc national n'a rien de national. Hélas, hélas, hélas. Il est en train d'arriver à la France ce qui est arrivé à l'Italie avec Mme Meloni, ce qui est arrivé à l'Autriche avec M. Kurz, ce qui est arrivé à la Pologne avec le PiS, c'est-à-dire que la droite a été lentement mais profondément récupérée par les forces euro-atlantiques, et que l'incarnation la plus parfaite de cette révolution douce mais dont les conséquences sont terribles, c'est Jordan Bardella. Je connais un peu, pour autant qu'on puisse le connaître, parce qu'au fond personne ne le connaît. Rappelons qu'il a 28 ans, assez profondément inculte, remarqué au Front National. Ça passe inaperçu parce que, comme à peu près tout le monde l'est, personne ne s'aperçoit qu'il y a des leçons. C'est comme ça que ça se passe. Je précise que, Olivier peut en témoigner, j'ai essayé, avec un petit parti qui s'appelait Le Ciel, ultra-souverainiste, d'entreprendre des liens avec le Front National de l'époque, mais
qui était celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est très différent. Elle s'en laisse moins compter, notamment sur un point très important sur lequel je ne reviendrai pas, à l'occasion d'ailleurs de saluer ce qu'a dit le général Jeanne ce matin, dont le propos était très intéressant, je dois dire. Il y a un point qui ne ment pas, c'est la question russe. Marine Le Pen est beaucoup plus circonspecte sur la question ukrainienne et russe que ne l'est Jordan Bardella, qui lui donne à l'OTAN tous les gages possibles et imaginables de suivisme, pour ne pas dire de servilité. C'est au point d'ailleurs que Jordan Bardella est le seul homme politique français à avoir emboîté le pas à une proposition folle et criminelle d'Emmanuel Macron lorsqu'il a proposé, je crois que c'était en mars dernier, suggérer que les avoirs russes dans les banques françaises soient non seulement gelés, mais utilisés aux fins de financer la guerre contre la Russie. C'est non seulement du gel, mais ça c'est du vol pur et simple. Pour vous prendre votre argent et en plus pour faire la guerre contre vous. C'était tellement absurde. C'est évidemment absurde, puisque à ce moment-là, plus personne ne mettra le moindre sou dans les banques françaises. Si un gouvernement français peut geler les avoirs et en plus les utiliser contre vous-même, plus personne n'investira en France. Donc c'est une mesure dingue. Mais le seul homme politique français qui a emboîté le pas, c'est Jordan Bardella, qui ne cesse de donner des gages à l'Empire, et qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas tellement où est l'alternative, hélas. Je vois bien tout le monde partir bille en tête, puisque, parlons de la conjoncture électorale, il est très difficile d'arrêter des élans. On a envie de voter pour ce qui passe pour le bloc national, parce qu'on ne sait pas très bien le dessous des cartes, en réalité. Je me retiens personnellement de cette envie, puisque je ne suis inscrit nulle part. Je ne vote plus. Et justement, je ne vote plus à la suite d'une décision que j'ai prise à 20h10, au soir du premier tour des élections présidentielles. Donc j'ai vu d'une part François Fillon éliminé, d'ailleurs éliminé en grande partie en raison de ses liens avec Poutine. En fait, c'était ça la véritable raison des opérations anti-Fillon. Nos maîtres anglo-saxons, et j'inclus l'Allemagne, comme le général de Gaulle, dans les anglo-saxons, ne pouvaient pas supporter que la France joue en partenariat avec la Russie, en Europe, ce qui ne plaît certes pas à l'Allemagne, confère Bainville, et Maurras, enfin toute notre tradition tout simplement, joue en partenariat France-Russie en Afrique, ce qui était tellement meilleur pour nous d'ailleurs, garantie d'une pérennité de la présence française en Afrique, et c'est pas secondaire pour l'avenir. Et plus encore, jouant en partenariat au Proche-Orient, la France et la Russie étant les deux puissances protectrices des chrétiens d'Orient, et qui ont à ce titre des responsabilités communes, et dont le poids aurait pu faire pencher la balance en faveur notamment de la solution des deux États en Palestine. Bref, je ferme cette parenthèse, mais je connais assez François Fillon que j'ai servi, à l'occasion écrit des morceaux de discours pour lui pendant la campagne de 2017, pour savoir qu'il le sait bien, ce qui l'a rendu très vulnérable, en tous les cas canardable à merci, c'est le partenariat qu'il voulait établir entre la France et la Russie pour changer les rapports de force dans le monde. Mais qu'elle change, hélas, avec les BRICS, c'est un autre sujet, mais pas du tout à notre avantage, parce que nous sommes emportés dans un Occident qui lui-même est en train de se noyer. Nous nous noyons dans un Occident qui lui-même est en train d'être marginalisé. Pour la suite des temps, ça augure mal de la prospérité, de la liberté et peut-être de la survie de la France. Et c'est ainsi. Je suis donc vacciné contre l'idée de voter, puisque je ne suis pas inscrit, je ne suis pas prêt d'être inscrit où que ce soit. Et c'est ma conclusion, mes chers amis. Dites-vous bien qu'on a envie de s'enthousiasmer pour les élections, mais la France ne s'est pas faite à coup d'élections. L'histoire de France ne s'est pas faite à coup d'élections. Je serais méchant
et systématiquement antidémocrate, je ne le suis pas, je dirais qu'elle s'est plutôt défaite, la France, à coup d'élection, élection après élection. Je crois d'ailleurs que la démocratie n'est pas récusable, je serais assez partisan d'un système conforme au bien commun selon Aristote, qui mêle toutes les souverainetés, la souveraineté monarchique, pour nous royale, la souveraineté aristocratique et la souveraineté populaire ou démocratique. C'est un ensemble de ces légitimités, j'ai dit souveraineté, non, légitimités, qui doivent faire un bon gouvernement, à mon avis. Il faut faire la part de chacune des légitimités, la démocratique n'étant pas récusable de ce point de vue-là. Mais ne courons tout de même pas, s'il vous plaît, je vous en prie, après toutes les balles. Courir après la balle que furent les élections européennes était compréhensible, puisque les Français n'ont plus l'occasion de s'exprimer. Le référendum s'est éliminé depuis qu'un référendum en 2005 a été très clair dans un sens, et que le pouvoir qui a suivi, celui de M. Sarkozy l'américain, est allé dans l'autre sens. Bon, ça c'était une insulte du peuple français. Aucun référendum depuis. Quant aux élections présidentielles, on a tous plus ou moins compris qu'elles étaient pipées, notamment par la propagande et par le premier du pouvoir dans ce pays, qui est le pouvoir médiatique, qui est aux mains de puissances étrangères. Donc ces européennes, bah oui, c'était une occasion de s'exprimer. Je comprends qu'on ait voulu s'exprimer. Mais je vous rappellerai quand même une chose, et vous le savez, c'est que nous avons, nous, monarchistes, récusé le principe même de l'élection au suffrage universel d'une assemblée apatride, supranationale, qui était le Parlement européen. Disait l'Action française des années 70, comme les gaullistes d'ailleurs. Nous récusions le fait que l'Assemblée européenne fut constituée d'élus, parce que les élus de la nation doivent rester les élus de la nation, raison pour laquelle, même quand j'étais député européen, ce qui était une infraction à mon principe, vous voyez, moi-même, j'ai péché, je tenais à me nommer député français au Parlement européen et non pas député européen. Mais c'était une aporie pour nous, au fond, de participer aux élections européennes, c'est-à-dire de participer à l'élection d'une assemblée apatride et supranationale qui était en dehors de la souveraineté et de la légitimité à la fois. Donc je pense qu'il eût été sage, il serait sage de s'abstenir de même. Alors je suis très minoritaire, je n'ai aucun doute sur le sujet. De même qu'il serait sage, aussi tumultueux soient les temps qui s'ouvrent et aussi pressant que soit l'aspiration que nous avons tous dans nos têtes et dans nos cœurs d'y participer, il serait prudent de rester sur l'Aventin, nous monarchistes, et de ne pas corrompre la tradition que nous portons avec des jeux politiques qui ont peut-être les allures de l'enthousiasme extérieur, encore que je ne pense pas, ce serait vraiment pas raisonnable d'ailleurs, qu'à l'issue des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet, se dégage une majorité suffisante du bloc national, appelons-le comme ça gentiment, pour constituer un gouvernement. Et pour aller encore plus loin, je pense que si cette hypothèse se réalisait, elle serait du pain béni pour nos adversaires. Car dans la situation de désordre, hélas provoqué par nos adversaires qui ont des armes, notamment la dévaluation de la dette de la note française, la mise en péril de nos finances publiques, peut-être l'impossibilité de finir l'année et de payer les fonctionnaires et les désordres qui pourraient suivre. Les grands maîtres, nos grands maîtres, qui sont plutôt à Washington et à Bruxelles, voire à Berlin, seraient très heureux de faire passer à peu près n'importe quoi. L'abolition du billet de banque et la monnaie numérique. Quelques mesures ouvertement attentatoires aux libertés publiques les plus fondamentales, comme celles que nous avons vu fleurir pendant la crise du Covid, qui n'a peut-être été qu'une répétition générale, dans les désordres qui pourraient s'emparer de la France à la suite
l'installation d'un gouvernement Bardella, dont je répète qu'à mon avis, il est très souhaité par nos pires adversaires. Il serait possible de faire passer n'importe quelle mesure, les Français désorientés n'y verraient que du feu. Je pose ça comme une pierre, je pense que je heurte la plupart d'entre vous qui ont envie, bien compréhensible, de participer à un mouvement qui a toutes les allures du redressement national, mais qui, à mon avis, est plein de pièges et très attentatoire à la souveraineté, à la légitimité, c'est-à-dire à la politique traditionnelle de la France, dont nous sommes les héritiers, dont nous sommes les dépositaires, et à laquelle nous devons veiller avec beaucoup de prudence. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo.